passé épiscopal de la ville de Toul, la cathédrale Saint-Étienne étonne par ses dimensions et par sa beauté. C'est la première cathédrale gothique du Saint-Empire romain germanique. En 2021, elle fête aujourd'hui ses 800 ans, puisque la construction a démarré en 1221 et s'est achevée en 1496 par la façade. Aujourd'hui, avec l'association Mémoire de guerre en Lorraine, nous allons exposer les différentes destructions et reconstructions qu'a pu connaître la cathédrale durant les périodes de conflit entre 1870 et 1945. À l'aube du 19e siècle, la cathédrale était dans un état de conservation assez préoccupant suite au manque d'entretien qu'elle a connu à la fin du 18e siècle et aux crises iconoclastes de la Révolution française. Près de 150 statues ont été détruites, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'édifice, suite à cette révolution. Deux théoriciens de la Restauration tels que Viollet-le-Duc et la mise en place des monuments historiques, de la commission des monuments historiques, la cathédrale a pu avoir un nouvel élan et une mise en lumière de l'édifice. Donc c'est pourquoi pendant la première moitié du 19e siècle, elle a connu plusieurs projets de restauration, notamment avec la restauration des couvertures, de certains vitraux et de certaines parties de la maçonnerie. Ainsi, en 1840, la totalité de l'édifice est classée au monument historique. Quelques années plus tard, le conflit franco-prussien marquera l'histoire de la ville, mais aussi celui de la cathédrale. L'année 1870 fut marquée par le siège de la ville. Durant 40 jours, de août à septembre, et mis à rude épreuve la persévérance des assiégés toulois contre l'assaillant germain. Le siège de la forteresse de la ville de Toul, le 16 août, est mis en œuvre par quelques parties du 4e et du 2e corps bavarois. Il échoua en raison de la résistance des soldats et des civils toulois. Le 5e régiment d'infanterie bavarois prend part à cette première tentative de conquête en utilisant également les canons capturés 2 jours plus tôt à Marsal, en Moselle. Aucun assaut frontal n'a été fait pour prendre la forteresse. Le siège s'était limité à l'encerclement de la ville et aux tirs d'artillerie sporadiques. Le 23 septembre 1870, l'artillerie lourde se met en place pour prendre la forteresse, y compris les nouveaux canons rayés de 24 livres. L'artillerie bavaroise était positionnée à différents points stratégiques sur le plateau de Dommartin-les-Toules, le plateau du Saint-Michel et celui d'Écrouves, dit Bautzen, au niveau de la faïencerie. Toul a résisté au bombardement pendant 8 heures environ et s'est rendu le même jour. Cependant, les Allemands ne s'attendaient pas à plus d'opposition de la part des Français à ce stade. La ville est vaillamment défendue par les 500 hommes du 63e régiment d'infanterie, mais aussi de la garde mobile et quelques troupes de cavalerie battant à la retraite. Aucun chiffre précis n'est disponible sur les pertes. Au total, plus de 2300 soldats français se sont faits prisonniers de guerre et le matériel du fort, dont 71 pièces d'artillerie lourde, est capturé. En résistant, Toul retardait la marche des troupes allemandes vers l'intérieur du territoire français en empêchant ainsi l'utilisation de la voie ferrée, l'axe Paris-Strasbourg, les contraignant à de longs détours. Durant ce siège, la ville avait subi une série de 4 bombardements dont 18 immeubles furent complètement détruits et presque toutes les habitations dans l'enceinte de Toul portaient les traces de projectiles. Les multiples bombardements dirigés vers la ville mutileront également la cathédrale, notamment la façade occidentale, la tour nord et quelques vitraux. Les travaux de restauration commencèrent dès la fin de la guerre pour réparer les dégâts. Après ce désastreux conflit, la citadelle de Toul devient obsolète. La nouvelle frontière, imposée par la défaite, ouvre davantage la route sur Paris, car il n'y a plus de fortifications pour protéger cette voie d'invasion depuis le tout nouveau Reich allemand. Durant quelques années, l'État français hésita à plusieurs reprises de fortifier Toul ou Nancy. Mais cette dernière idée de fortifier Nancy sera rejetée. Elle était jugée trop proche de la nouvelle frontière et provocatrice envers le Kaiser. Le choix du dispositif se portera sur Toul, qui reçoit ses premières nouvelles fortifications dès 1874 pour verrouiller ce passage en contrôlant le nœud ferroviaire et les moyens de communication. Les
différents bombardements de 1870 vont mutiler la cathédrale, dont la tour nord, une partie de la façade et quelques vitraux. Les travaux de restauration vont commencer dès la fin du conflit et vont s'axer sur un principe de restauration assez commun au XIXe siècle qui va parfois aller à l'encontre de l'aspect historique du bâtiment. C'est-à-dire que les zones lacunaires seront restaurées dans le style de l'édifice, donc ici à savoir le style gothique, parfois au détriment de l'aspect historique du bâtiment. Les dégâts des bombardements vont amener à la reprise des maçonneries, des couvertures, et vont aussi s'axer sur la façade occidentale, donc avec la statuaire qui a été détruite. Les gargouilles et les oiseaux vont être reconstitués, ainsi que le pélican au sommet de la tour nord qui sera reconstruit d'après l'ancien fragment. Il en sera de même pour la rosace et le grand galbe, mais également pour le Christ en croix et la Marie-Madeleine, qui eux ont été détruits lors de la Révolution française. Ils sont aujourd'hui la seule statuaire religieuse de la façade. Au niveau du chœur, les 3 lancers seront restaurés puisqu'ils ont subi énormément de dégâts lors des bombardements et ils vont être reconstitués d'après les cartons de Casimir de Balthazar de Gaccio, qui va s'inspirer des vitraux gothiques de l'époque pour refaire ces vitraux-ci. Donc les vitraux actuels sont des vitraux archéologiques, c'est-à-dire qui reprennent le style gothique qu'on avait donc au XIIIe siècle. Sur ces 3 lancers, on peut observer donc le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et la vie des saints. Le transept sud, le cloître et les couvertures du bas-côté nord vont eux aussi être restaurés à ce moment-là. Durant la Grande Guerre, la cathédrale souffre moins que lors du conflit précédent. En effet, en 1910, un poste radiotélégraphique à usage militaire est installé au sommet de la tour nord. Néanmoins, les toitures, les vitraux ainsi que les maçonneries seront atteintes par des projectiles des offensives aériennes allemandes et des tirs de la DCA des Alliés. Les dégâts causés par l'ancien conflit pousseront à la dépose des vitraux les plus précieux, je veux parler des plus anciens, des absidioles datant du XIIIe siècle et de la verrière du transept nord datant du XVIe siècle. En 1918, ils seront conservés dans l'Ain. Ils seront tout de même restaurés avant leur repose en 1919. Les années suivantes seront consacrées à la restauration et aux réparations des charpentes, du couvrement de l'édifice et des dégâts causés lors du conflit. Les travaux de restauration se poursuivent jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Comme un peu partout en France, on cherche à protéger le patrimoine mobilier et immobilier des désastres que peuvent causer les conflits armés. De la même façon que pour la Grande Guerre, tous les vitraux ne furent pas déposés et mis à l'abri parce que certains jugés trop tardifs avaient un intérêt insuffisant pour justifier cette précaution. Juin 1940, la Wehrmacht attaque en Lorraine. À partir du 18 juin débutent les combats que l'on surnommera les 5 jours de Toul. La 71e division d'infanterie allemande, menée par le général Weisenberg, qui vient de prendre Verdun et Saint-Mihiel, veut s'emparer de la ville de Toul, qui sera la dernière grosse affaire de sa campagne. Il chargea des bataillons de pionniers de prendre toutes les fortifications des alentours de Toul. Surpris de les trouver totalement à l'abandon, il reçut l'ordre d'aller prendre la ville de Nancy, mais impossible pour lui de ne pas ajouter Toul à son tableau de chasse avant l'armistice. Toul étant une place fortifiée, elle est fixée comme objectif prioritaire par Führerbefehl, en français « Ordre du Führer ». Ordre signé par le chancelier Hitler lui-même le 17 juin 1940. C'est finalement la 58e infanterie division du général Unert qui reçut l'ordre d'attaquer Toul. Lors des premières attaques, les éléments de la 71e infanterie division ne se sont pas encore retirés et se mêlent tout de même au combat. Les unités françaises du 100e régiment d'infanterie, mais surtout du 227e régiment d'infanterie, sont encerclées, sans liaison possible avec les postes de commandement extérieur et malgré un manque de munitions, elles feront preuve d'un courage exemplaire dans des affrontements d'une extrême brutalité. Pour ces braves soldats français, la reddition sans condition d'une armée est impossible. Aucune capitulation. Ils se battront jusqu'à l'armistice pour la ville historique qu'est Toul, seul des 3 évêchés encore en France libre à ce moment de l'histoire. Metz et Verdun étant déjà aux prises des Allemands depuis 5 jours.
Ces mêmes Allemands finissent par s'infiltrer par le pont de Dommartin-les-Toul, pas assez détruit pour empêcher un passage. Se développent vite dans Toul de violents combats, de rues que l'ennemi conduit avec beaucoup d'adresse. Des maisons vides sont occupées par des tireurs. Depuis les côtes Saint-Michel et Barines, les Allemands déclenchent des tirs d'artillerie d'une grande précision et la ville s'enflamme. Le mercredi 19 juin 1940, à 9h40 précisément, le général Unert a rendu compte par radio à son supérieur, le général Feig, que le drapeau à croix gammée flotte sur la cathédrale Saint-Étienne. C'est là que j'aperçois à la cathédrale une banderole qu'ils avaient mis depuis le haut de la cathédrale, une banderole qui faisait au moins 30 mètres de hauteur, avec la croix gammée dessus. Et aussitôt, les obus, ça tirait du côté de Gaudreville, Vielsec. Là, c'était de l'artillerie, c'était les Français. Alors les Allemands étaient déjà occupés de Toul, occupaient la ville de Toul. Et ils ont tiré, le premier obus arrivé dans le mur, dans le mur vers le pont tournant. Oui. Et aussitôt après, les obus arrivaient sur la cathédrale, qui était en ardoise à l'époque-là. Et là, j'ai vu la cathédrale brûler. Le 20 juin, les artilleries françaises et allemandes se répondent et mettent une nouvelle fois la ville dans un océan de fumée, de flammes et d'explosions. Dans l'après-midi, les incendies dévorent la ville et flottent au-dessus d'elle un énorme nuage noir. Depuis J, au poste de commandement du 100e régiment d'infanterie, on peut voir la cathédrale en feu. Déjà tant de fois touchée par les révolutions et les guerres, une des plus belles œuvres de notre région souffre. La façade est épargnée, mais la tour sud, ainsi que ses toitures, sa rosace et son orgue sont détruites. Les combats terminés, les adversaires se rejettent la responsabilité de la catastrophe. Il est pourtant quasiment certain que ce sont les artilleurs français qui ont tiré sur la cathédrale. Prévoyant que l'on soupçonnerait d'avoir détruit la cathédrale, le général Unert a fait rédiger par un aumônier catholique de la 58e infanterie division un compte-rendu établissant que l'artillerie française était responsable et qu'il fut tout de même possible de sauver des objets d'art précieux de la destruction et de neutraliser l'incendie à l'intérieur de l'édifice. Le document sera porté à M. Miller-Henry, maire de Toul, qui devra le signer en ajoutant qu'il atteste que la cathédrale a été bombardée après l'entrée des troupes allemandes dans la ville. Durant la Seconde Guerre mondiale, des toitures provisoires seront apposées sur l'édifice afin de limiter sa dégradation et les travaux de reconstruction reprirent dès les années 50 pour la tour sud. La restauration définitive de la toiture, quant à elle, commencera à partir de 1981. L'incendie provoqué par le bombardement réduit en cendres la toiture, la charpente ainsi que le grand orgue de 1755. Cet événement anéantit un siècle de restauration. Suite à ce bombardement, des toitures provisoires seront installées dès 1940. Malheureusement, celles-ci vont rester 40 ans jusqu'à la grande campagne de restauration de la toiture en 1980. Donc la silhouette de l'édifice en trouvera modifiée. En effet, les pentes raides de l'ancienne charpente formant le haut comble sont remplacées par des pentes de plus faible inclinaison. Malheureusement, les tuiles mécaniques mises en place lors des toitures provisoires vont favoriser les infiltrations d'eau, bien que des déverses d'eau pluviale viennent compléter les gargouilles. Les enduits des voûtes seront donc touchés et vont chuter par morceaux, d'où la mise en place de filets de protection qui sont encore visibles aujourd'hui, notamment sur les bas-côtés nord et sud. Ces chutes mèneront à la fermeture de l'édifice devenu dangereux dans l'attente d'une campagne de restauration des toitures. Dès l'après-guerre, la restauration de la tour sud et du campanile de la façade ont débuté. Ce ne sera que le début de longues campagnes successives de restauration permettant la réhabilitation de l'édifice. Les restaurations vont se poursuivre, notamment en 1959 avec la reconstruction de la rosace. Celle qui avait été restaurée dès le 19e siècle n'a pas été déposée car elle était jugée trop restaurée et donc elle a été détruite lors du bombardement. Le peu de documentation sur la verrière originale du 15e siècle n'a pas permis sa reconstruction à l'identique. Donc pour la restauration de la rosace, on cherche à harmoniser le vitrail avec les vitraux des fenêtres hautes de la nef dans le but de respecter une certaine cohérence des différents éléments de la cathédrale. Les principes de réflexion à la Viollet-le-Duc ne sont plus d'actualité. Les vitraux qui avaient été déposés en prévention du conflit seront remis en place et parfois seront accompagnés d'interventions comme ceux des absidioles. Ces fragments de vitraux datant du XIIIe siècle et qui avaient été remaniés au XIXe siècle vont être remontés au début des années 50, mais jugés trop lumineux ou trop récents aux yeux de l'architecte du moment.
celui-ci a décidé d'ajouter une patine dans le but de les vieillir. Et donc, à l'heure actuelle, ces vitraux ne sont quasiment plus lisibles puisque cette patine a oxydé le vitrail et son iconographie. Quelques années plus tard, de 1950 à 1960, on restaure la tour sud, les travées de la nef et les tribunes du Grand Orgue pour accueillir les nouvelles orgues fabriquées à Strasbourg en 1963. Puisque l'ancien avait été détruit lors du bombardement. Quelques années plus tard, seulement en 1981, l'édifice retrouvera son unité visuelle semblable à celle d'avant-guerre, c'est-à-dire grâce à la reconstruction de la charpente en métal et l'ajout de couvertures définitives en ardoise, comme c'était le cas avant la guerre. L'étude des plafonds permettra la restauration des enduits ainsi que la restitution de la polychromie des voûtes. Cette restauration des voûtes aura lieu de 1997 à 2008 et il reste encore aujourd'hui les bas-côtés à traiter. Les conséquences des différents conflits qui ont eu lieu durant ces 3 derniers siècles ont laissé leur marque sur la cathédrale. Et même si elle tend à retrouver un aspect esthétique d'avant-guerre, les campagnes de restauration se poursuivent encore aujourd'hui. Du haut de ses 800 ans, la cathédrale n'a pas cessé d'évoluer et continuera à changer par le biais des restaurations à venir, la rendant encore plus belle.